Avant de commencer mon exposé, je souhaiterais dire deux mots sur les événements qui se sont passés hier. J'ai eu un coup de fil hier soir à 2h du matin. On m'avait dit au départ que c'était un coup d'État. Après, on m'a dit que bon, le Premier ministre a été, il a été contraint de démissionner. Et on est dans une contradiction incroyable. Donc moi, je ne sais pas en ce moment où est la vérité. Bon, je sais que sur cette démission, le président intérimaire, Dioncounda Traoré, qui est un acteur du premier plan, ne s'est toujours pas prononcé. Il ne s'est toujours pas exprimé. Ce qui est sûr, les divergences étaient visibles à propos de la situation dans le nord au mai des djihadistes, et à propos également des affaires de l'État, par rapport à l'élaboration de la feuille de route de la transition. Tout le monde sait que les dirigeants n'arrivaient pas à s'entendre pour organiser des journées dites de concertation nationale. Comme par hasard, cette journée de concertation nationale, c'était ce matin. Et Cheikh Modibo, il semblerait qu'ils étaient prêts pour partir à l'aéroport. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Il a été interpellé, pourtant c'est lui qui a préparé cette journée. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que bon, les conseillers qui font partie du gouvernement nous éclairèrent un peu. Mais ce que j'ai entendu, que tout le monde a entendu ce matin sur Africa 24, il semblerait que le porte-parole de la junte, je dis bien de la junte, parce qu'il y a 3 pôles de pouvoir au Mali. Il y a le président, il y a le Premier ministre et il y a la junte. Alors, moi, je ne sais pas maintenant, ce porte-parole a reproché au Premier ministre de ne pas avoir agi en homme de devoir face à la crise au Mali, mais en fonction d'un agenda personnel. Ce sont ses mots. En plus, il va loin, il dira que Cheikh Modibo Diarra n'est pas un élu. Il a été nommé suite à l'accord cadre depuis avril, signé avril entre la communauté économique, c'est-à-dire la CEDEAO et la junte, qui avait alors remis le pouvoir aux civils. Voilà. Donc moi, je pense que le départ de ce Premier ministre doit régler le bicéphalisme qui règne au sommet de l'État et va permettre au Mali d'agir en son nom et dans son intérêt. Voilà, ça c'était juste le petit mot que j'allais mettre avant de commencer mon intervention. Mon intervention c'est sur le Mali, c'est-à-dire l'intervention militaire et légitimité du pouvoir d'État. Il existe 2 lignes de fracture sur cette intervention militaire. D'un côté, les interventionnistes, c'est-à-dire la CEDEAO et l'Union africaine, soutenus par la France, qui veulent une résolution rapide, et les partisans d'une solution négociée. De l'autre, les modérés amenés par les États-Unis, l'Algérie et depuis peu l'ONU. Et l'intervention n'a pas fait l'objet d'évaluation de la situation nationale. C'est ce qui me fait peur, en tout cas. Et sur le plan national, c'était la mauvaise gouvernance que tout le monde sait sur les questions de défense et de sécurité, qui a amené au coup d'État militaire. Tout le monde sait que pendant très longtemps, le processus de recrutement était basé sur le népotisme, le clientélisme, le copinage avec les mécanismes de promotion qui défient toute logique de compétences. Et nous avons tous en tête ces 150 militaires qui ont été égorgés à Galok il semblerait, par les éléments du MNLA, après avoir réclamé, parce qu'ils ont réclamé des armes et des munitions, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'équipement. Et j'ai même approché un expert à l'époque qui m'avait dit que l'armée malienne est à 10% maximum de ses capacités opérationnelles. Donc il y avait un problème de chaîne de commandement. Maintenant, tout le monde le sait, les sous-commandants et les officiers supérieurs, enfin, ce sont les sous-officiers qui commandent les officiers supérieurs. Donc, il y a un problème. Alors, moi, j'ai fait un article dans l'IB parce que j'ai montré que j'étais contre une intervention militaire, parce que je suis dans
dans ce que je dirais avec les conséquentialistes comme Ronnie Broman, parce que ça n'a jamais servi à grand-chose. On sait, tout le monde sait qu'en Irak, en Afghanistan, ce sont toujours des guerres civiles prolongées, à ne jamais finir. Et une guerre contre, enfin, une intervention aurait toutes les chances de se heurter à des formes de résistance, ce qui pourrait peut-être entériner, que je dirais, la démarcation entre le Nord et le Sud, parce qu'il y a un vrai problème entre le Nord et le Sud. Je viendrai plus tard. Il y a un risque d'institutionnalisation d'un islam intégriste. Ceux qui travaillent sur le Mali ont peut-être entendu parler sur RFI Gilles Holder, quand il a parlé des dimensions, la sphère religieuse au Mali. Il y a un islam élitiste, il y a un islam d'accommodement et un islam populaire. Plus tard, vous verrez comment le Haut Conseil islamique, très influente, a pesé même sur le droit des femmes au Mali. Donc les forces de l'ennemi, on ne sait pas. On ne sait pas qui sont ils sont combien, personne ne sait. On sait qu'il y a des gens qui sont venus même de l'Afghanistan. Il y a aussi même de la sous-région du Burkina. Vous avez vu, même il y a des Français qui sont des Français qui sont partis là-bas, qui ont été recrutés par ces djihadistes. Et puis, bon, il peut y avoir des risques d'attentats, des mines antipersonnelles qui ont été déposées dans la région de Gao. Ça, c'est su par tout le monde. Et ces gens-là ont la connaissance pointue du combat en milieu désertique. Ils sont là depuis plus de 15 ans. Les concepts d'opération que j'appellerais, parce que l'armée malienne doit être en première ligne, ça c'est au niveau de Bamako. On dit qu'il faut toujours que l'armée malienne doit être en première ligne. Ensuite, appuyée par la CEDEAO et soutenue logiquement par des renseignements et appui aérien par les Occidentaux, et pour ne pas apparaître comme une guerre contre les Touaregs qui constitue une composante part entière de la nation malienne. J'ai mis ça très vite parce qu'il y a beaucoup de slides pour que vous regardiez une vue d'ensemble et je continue très rapidement. Il y a eu des négociations, enfin pour moi, des négociations sont ambiguës. Il faudrait continuer à donner une chance à la négociation. D'abord, dire que, bon, que l'AQMI se démarque, enfin que les Ansardines se démarquent de l'AQMI avec le MNLA. Et on voit comment l'Algérie fonctionne dans cette histoire, parce que l'Algérie, la branche armée de l'AQMI sont algériens, la plupart sont algériens. L'Algérie se débarrasse pour éviter ces représailles. Donc il est dans cette logique de négociation pour ne pas avoir aussi des problèmes avec les Touaregs qui sont algériens, parce qu'il y a des Touaregs algériens. Les responsables maliens et les Maliens dans leur ensemble ont affirmé que l'intégrité n'est pas négociable. La laïcité non plus. Qu'est-ce qu'il faut négocier? Je reviendrai plus tard pour donner des solutions proposées et puis en même temps, s'il y a des solutions, on fera une réflexion là-dessus. Est-ce qu'il faut négocier avec AQMI? Quand on sait que le Midjao et Ansardine ne sont que les faux nœuds d'AQMI, est-ce qu'ils vont se démarquer d'AQMI? Et tout le monde sait qu'il y a des divergences sur l'intervention et la gestion politique de la transition. La preuve, c'est que maintenant, ça s'est passé hier soir. D'abord, il y a eu une première divergence quand le président intérimaire a fait un discours à la télévision malienne en signifiant son souhait de négocier. Il a dit 3 fois négocier, négocier, négocier. Et le 26 septembre, son Premier ministre, dans une interview même accordée au Monde, il a signifié que le temps de la négociation est fini. Et d'un côté, les ressortissants qui sont négro-africains, c'est-à-dire les Berbères, les Maures, et ils privilégient la négociation. Et ce que j'appellerais les Songhai, les Bozo, la peau noire, veulent la guerre.
Donc là, il y a une fracture communautaire. Alors, une autre divergence. Le premier, Diankunda, lors de son message le 29 juillet, a dit « Il reste entendu que ni le président, ni le Premier ministre, ni les ministres ne pourront se présenter à la prochaine élection. » Parce que tout le monde sait que le Premier ministre utilisait l'appareil d'État et les moyens d'État à des fins politiques partisanes. Il a fait lors du deuxième, quand il a nommé le deuxième gouvernement, il a changé le décret. Je n'ai jamais vu ça dans un pays où le président et le Premier ministre, ils sont d'accord pour nommer les ministres, et le Premier ministre, il prend le décret, il modifie dehors, et c'est lui-même qui va ramener ce décret à la télévision. Et le président, devant sa télé, il voit qu'il avait changé, il avait mis les gens de son... N'oublions pas qu'il est chef de parti. Alors, il a mis son secrétaire général comme ministre et il a sauté d'autres ministres. Mais les collègues qui sont là peuvent le témoigner. Et ça a fait une histoire incroyable. Donc, c'est pour ça que je parle de la gestion partisane du pouvoir. Les forces de la CEDEAO et l'Union africaine à géométrie variable. Dites-moi si je suis... Alors, on ne sait pas maintenant, on ne sait pas quel est l'objectif. L'objectif de la CEDEAO n'est toujours pas clairement défini. C'est le grand flou dans le commandement, dans la chaîne des commandements, la logistique, personne ne sait où aller. Et puis des positions très contractées, et la Côte d'Ivoire pour une intervention sans intervention, le Niger, la Mauritanie, le Nigeria, on ne sait pas quel effectif, quel mandat, quelle chaîne de commandement, quel financement. Qui va financer tout ça? La CEDEAO peine à fournir 3500 soldats nécessaires pour aller au nord. On ne connaît toujours pas en détail les États de la région qui accepteront de s'engager. On sait que le pays qui est quand même le plus... enfin, le Nigeria, c'est quand même une puissance régionale, a des problèmes chez lui par rapport à la secte Boko Haram qui est quand même bien ancrée. Et moi, je vois très mal comment ils peuvent s'engager dans une guerre où on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Alors, la communauté internationale, la mission internationale de soutien au Mali est toujours en quête de légitimité. Si vous avez entendu Ban Ki-moon a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'est pas pour, que la guerre soit son dernier recours. On est quand même, on est dans une position pas très correcte. Enfin, lui, il ne veut pas mettre de l'argent. La France veut faire voter le projet de résolution en faveur d'une action armée. Le secrétaire général de l'ONU, lui, il est soucié des conséquences sur le plan humanitaire. Et il a vraiment raison. Et les États-Unis soutiendraient une opération militaire conduite par les Africains si elle est bien préparée, bien organisée et bien financée. Bon, tout le monde sait que maintenant l'Union européenne, je parle sous peut-être la responsabilité de celle qui travaille sur l'Union européenne, a donné son accord pour dépêcher au Mali une mission de 250 formateurs chargés d'entraîner 4 bataillons de 650 soldats maliens en vue de l'intervention dans le Nord. Alors maintenant, on est dans les solutions. Quelle solution? La négociation ou la guerre? Moi, je pense que la négociation et la solution militaire ne sont pas antinomiques. Parce que, si vous avez très bien vu, ces derniers temps, quand il y a eu beaucoup de pression, et ils ont reculé. Ils ont reculé. Ansardine a reculé, et Ansardine même a dit que, maintenant, la charia, c'est seulement Kidal, tout simplement. Mais je pense qu'ils peuvent reculer. Moi, je pense que quand il faut négocier, et puis en même temps, mettre la pression. Mettre la pression. Voilà. Bon, le rôle du MNLA, ça c'est autre chose, parce que le MNLA est dans une position, je dirais, un peu hors jeu. Il essaie de revenir sur le champ, mais la branche armée du MNLA n'existe pas. Elle est en sardine, c'est la branche politique qui est quand même, qui a une stratégie de communication, mais vraiment, ils sont très forts. Ils se baladent en Algérie, au Burkina, en France.
Et puis bon, sinon, ils ne sont pas... Et je dirais qu'ils ne pèsent pas lourd, ils ne pèsent plus rien, les MNLA. Mais c'est bien de leur faire venir négocier. Mais on ne peut pas négocier l'autodétermination, ou je ne sais pas, parce qu'ils demandent l'autodétermination. Et moi, je souhaiterais qu'ils mettent... Enfin, il y avait un processus de décentralisation. Quelqu'un a parlé de décentralisation qui n'a pas bien marché. Effectivement, au nord, ça n'a pas bien marché. Mais ça a marché au sud. C'est parce qu'au nord, ça n'a pas été appliqué. Tout ce qu'on a investi, c'est la mauvaise gouvernance. Ce sont les gens qui ont pris l'argent. Moi, je sais qu'il y a un conseiller de ATT qui est parti avec de l'argent, mais il était Touareg quand même. Et il s'est retrouvé en France, on s'est retrouvé dans un colloque de Bourgeot. Il était là, c'est lui qui avait fui avec de l'argent, plus de 50 millions. Il a été imposé par Kadhafi. Il avait été imposé par Kadhafi à l'époque. Et il a le réfugié, il a un titre de réfugié en France. Mais tout le monde sait il a volé de l'argent. Il a pris la caisse, hein, l'argent qu'on lui avait confié pour développer le Nord, il est venu avec. Ah, j'ai oublié son nom. Peut-être que lui, il doit peut-être le connaître. Non, c'est lui qui était conseiller. Il était chargé de mission à la présidence et qui a pris de l'argent. Tu es au courant de ça? Ouais. Mais je peux vous donner son nom après. Mais moi, je l'ai vu. Hein. Bon. Là, on avait parlé de la tenue d'une conférence nationale ou d'une conférence nationale. D'accord. Je vais terminer ces deux. Il reste 2 slides. Concertation. Bon, moi, j'ai parlé de... J'ai dit concertation ou conférence nationale. Ça, c'est... En tant qu'universitaire, je parle de conférence nationale, tout simplement parce que c'est peut-être ensemble, hein, mais ils peuvent aller ensemble. Alors ça permet quand même de dégager une feuille de route, un chronogramme, qui ont toujours fait défaut au Mali. Ces éléments peuvent enfin faciliter, dans le cadre de coopération militaire, et bilatérale et multilatérale. Parce que l'absence de consensus risque de freiner les initiatives au sein des Nations Unies et la reprise de la coopération. Il est nécessaire d'équilibrer les forces, toutes les forces, c'est-à-dire la société civile et les regroupements politiques, et mettre fin aux rivalités dont j'ai parlé des 3 pôles des pouvoirs en précisant les prérogatives de chacun. Et pour terminer, ça nous amènera peut-être sur le fond électoral entre légitimité et conditionnalité. Parce que bon, la légitimité d'une élection dans un pays divisé soulève d'importants questionnements et défis. Bon, c'est vrai qu'au Nord, il n'y a que 10% des votants. Il n'y a que 10% de votants. Mais bon, c'est une réflexion. Hein. Aux États-Unis, il y a des États qui n'ont pas voté, mais le vote a été crédible quand même. Voilà. Et pour terminer, bon, ça peut aussi, la feuille de route peut quand même montrer, il est important de consacrer lors de cette conférence une loi, ou de voter une loi sur l'inéligibilité des autorités de transition, c'est-à-dire le président de l'intérim, le Premier ministre, les membres du gouvernement, ainsi que les responsables qui sont impliqués dans ce mouvement-là. Et pour terminer, le consensus, quelqu'un avait parlé du consensus. Le consensus au Mali, le consensus dans la durée n'a jamais été une bonne chose. Moi, j'évite souvent il faut qu'on évite souvent le confusionnisme intellectuel en pensant que le consensus est égal unanisme. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le consensus, la chute d'ATT, c'est la défaite du consensus dont il a fait la gestion, enfin son modèle de gestion politique. Parce que le consensus au Mali, c'est un fond culturel, avec des alliances, on est toujours dans le compromis. C'est pour ça que tout le monde a signé l'accord d'Algérie, où il fallait libérer le Nord, 1500 km. Il fallait démilitariser le Nord, et voilà, à l'abandon, à tous les trafics, à toutes les choses qu'on voit maintenant. Donc je pense que c'est l'accord cadre qui a fait ça. Merci.